Imaginez un pays parmi les plus pauvres du monde, qui détient pourtant l'une des clés de la puissance nucléaire mondiale. Un pays dont l'uranium fait briller les lumières en Europe, mais où la plupart des habitants n'ont pas l'électricité chez eux. Au Niger, cette réalité a fini par exploser. Depuis un coup d'État retentissant, une promesse est sur toutes les lèvres. Reprendre enfin le contrôle de l'or radioactif du désert. L'uranium et la souveraineté nationale. Pari géopolitique audacieux ou jeu dangereux? C'est ce qu'on va décrypter tout de suite. Bienvenue sur Géopulse AZ. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur du Sahel, au Niger, pour comprendre comment un métal lourd, l'uranium, est devenu l'enjeu central d'un bras de fer entre ce pays et les grandes puissances. Pour planter le décor, le Niger, ex-colonie française, est riche en uranium. C'est même le 7e producteur mondial. D'immenses mines à ciel ouvert dans le désert, des convois de Yellow Cake, la poudre d'uranium concentrée, qui partent vers l'Europe. Et à l'arrivée, plus d'un tiers des ampoules françaises allumées grâce à l'énergie de l'uranium nigérien pendant des décennies. Selon les chiffres officiels, le Niger a fourni jusqu'à un tiers de l'uranium utilisé par la France. Mais derrière cette image, il y a une autre réalité, celle d'un pays qui n'a pratiquement pas profité de cette manne. En 2023, seul un Nigérien sur 7 avait accès à l'électricité. Oui, vous avez bien entendu. Et la pauvreté reste extrême. Beaucoup ont donc le sentiment que l'uranium a surtout enrichi les autres. En l'occurrence la France et les actionnaires de la compagnie Orano, ex-Areva. Et très peu les Nigériens eux-mêmes. On parle carrément de frustration de l'uranium. Du coup, le sujet de la souveraineté sur les ressources minières est devenu explosif dans le débat public. Le problème, une richesse sous contrôle étranger. Rembobinons un peu. Avant la crise actuelle, l'exploitation de l'uranium au Niger était régie par des partenariats historiques. L'entreprise française Areva, aujourd'hui Orano, opérait depuis plus de 50 ans dans la région d'Arlit, en plein désert. Elle y a extrait plus de 80 000 tonnes d'uranium au fil des décennies, grâce à des accords signés du temps de la guerre froide. Bien sûr, l'État nigérien avait une part dans l'affaire, environ un tiers du capital des mines, mais concrètement, c'était Orano qui gérait presque tout, de l'extraction à l'exportation. En échange, le Niger touchait des redevances, des impôts. Problème, ces redevances étaient jugées dérisoires par beaucoup de Nigériens. Par exemple, en 2010, sur l'équivalent de 3,5 milliards d'euros d'uranium exporté vers la France, le Niger n'en aurait récupéré qu'environ 13% en valeur. Autant dire des miettes. Cette situation, pendant des années, a alimenté un ressentiment diffus. Mais tant que le gouvernement en place coopérait avec la France, ça restait un sujet un peu tabou. Tout a basculé en juillet 2023, quand une junte militaire a renversé le président élu. Les militaires auteurs du coup d'État, menés par le général Abdourahmane Tiani, ont immédiatement surfé sur la vague anti-France-Afrique présente dans la population. Et l'uranium est devenu le symbole de cette souveraineté que le Niger voulait reconquérir. Dès les premières semaines post-coup d'État, le ton a changé. Paris, qui a condamné la prise de pouvoir, s'est retrouvé nez à nez avec un discours très dur de Niamey. Vous ne nous reconnaissez pas? Très bien. On ne va peut-être plus vous laisser prendre notre uranium non plus. C'était en filigrane, mais bien réel. Les nouvelles autorités ont commencé à examiner à la loupe tous les contrats miniers en cours. Et devinez quoi? Elles ont trouvé des raisons de sévir. Par exemple, Orano n'avait pas encore lancé l'exploitation d'un énorme gisement appelé Imouraren, malgré un permis obtenu en 2009. Ni une ni deux, en juin 2024, Niamey a purement et simplement retiré ce permis à Orano. Un acte fort, présenté comme courageux et patriotique par des organisations de la société civile nigérienne. Dans la foulée, un an jour pour jour après le coup d'État, le nouveau chef de l'État, le général Tiani, fait un discours à la télévision. Il dit en substance « La souveraineté du Niger passe par l'exploitation de nos ressources au profit de nos populations. Toute compagnie étrangère qui ne respecte pas nos lois sera mise dehors, quelle que soit sa nationalité. » Traduction. Fini les passe-droits pour les anciens partenaires, on va serrer la vis.
Ce message, très populaire en interne, a officialisé ce que tout le monde pressentait. Le Niger allait reprendre ses mines d'uranium en main, quitte à bousculer de gros intérêts. Les enjeux, un pari géopolitique et économique. Parlons enjeux maintenant. Car nationaliser l'uranium, ce n'est pas juste taper du poing sur la table, c'est aussi s'exposer à des conséquences sérieuses. Qu'est-ce que le Niger a à gagner et qu'est-ce qu'il risque de perdre dans cette affaire? Du côté des gains espérés, il y en a principalement deux. Financiers d'une part et politiques d'autre part. Financièrement, le calcul des nouvelles autorités est qu'en contrôlant 100% de la production, le Niger finira par en tirer beaucoup plus de revenus qu'avant. Si Orano prenait la part du lion, on a entendu le chiffre de 86% de la production commercialisée captée par Orano pour sa seule part, alors qu'elle détenait 63% du capital. Le gouvernement veut renverser la vapeur. L'idée, c'est que les bénéfices de l'uranium aillent dans les caisses de l'État nigérien, pour construire des routes, des écoles, électrifier le pays, etc. Sur le papier, qui s'opposerait à ça? C'est quasiment une question de dignité nationale pour beaucoup de Nigériens. Voir leur uranium enfin servir leur développement. Politiquement, c'est un coup de maître en interne. On pourrait penser que le régime militaire, qui n'a pas de légitimité électorale, cherche sa légitimité dans le patriotisme économique. En gros, on est peut-être arrivé par un coup d'État, mais on va faire ce qu'aucun gouvernement élu n'a osé faire avant. Envoyer balader l'ordre néocolonial. Cette posture anti-impérialiste, elle parle non seulement au Niger, mais aussi dans toute la région. Les pays voisins dirigés par des militaires, le Mali, le Burkina Faso, applaudissent. Eux aussi ont un contentieux historique avec la France et voient dans le geste du Niger un modèle. On sent naître un bloc sahélien qui dit « Nos ressources d'abord, nos partenaires à nos conditions ». Ça, c'est pour les aspects positifs du pari. Maintenant, les risques et enjeux négatifs, et ils sont lourds. Le plus immédiat, c'est l'isolement économique. Après le coup d'État, la CEDEAO, la communauté ouest-africaine, a imposé des sanctions au Niger. Ça a notamment bloqué les frontières terrestres. Mais comment l'uranium du Niger sort habituellement du pays? En camion, direction le port de Cotonou, au Bénin. Frontières fermées égale exportation d'uranium stoppée net. Et même quand la CEDEAO a commencé à lever certaines sanctions en 2024, le Niger, lui, a gardé sa frontière fermée côté Bénin par défi politique. Résultat, sur toute l'année 2024, le Niger n'a presque pas vendu 1 gramme d'uranium à l'extérieur. Conséquence, une perte de revenus colossale à court terme. D'ordinaire, l'uranium c'était jusqu'à 20% des exportations du pays. Imaginez retirer 1/5 de vos rentrées d'argent du jour au lendemain. Deuxième enjeu, plus structurel. Qui va acheter et qui va exploiter cet uranium désormais? En se brouillant avec la France et, de fait, avec l'Europe, Niamey doit trouver d'autres clients. En réalité, le gros du marché de l'uranium commercial, ce sont les pays occidentaux, ou du moins les pays liés aux États-Unis, pensons au Japon, à la Corée du Sud, ou à la Russie et la Chine. La Russie, parlons-en. Elle produit déjà beaucoup d'uranium avec le Kazakhstan. Et elle a ses propres mines. La Chine, pareil, elle investit un peu partout. Donc le Niger doit se vendre comme un partenaire alternatif fiable. Ce n'est pas impossible, l'Inde, par exemple, cherche du combustible pour ses centrales. Mais les volumes en jeu sont incertains. Et puis, il faut aussi avoir la capacité de produire. Nationaliser, ce n'est que le début de l'histoire. Il faudra investir pour maintenir les mines, pour en ouvrir d'autres peut-être. Est-ce que le Niger en aura les moyens tout seul? Difficile, vu l'état de ses finances. Donc il faudra bien qu'il s'appuie sur d'autres compagnies ou États. Ce qui nous amène au grand tournant géopolitique, le Niger s'est tourné vers de nouveaux alliés. Vous l'avez deviné, Moscou n'était pas loin. En juillet 2025, 1 an après le coup d'État, les Nigériens et les Russes ont signé un accord de coopération nucléaire civile. Dit plus simplement, Rosatom, le géant nucléaire russe, se positionne pour aider le Niger. Formation d'ingénieurs,
éventuellement construction d'infrastructures. On a même évoqué l'idée d'une petite centrale nucléaire au Niger pour l'électricité locale. Côté russe, on se frotte les mains de voir la France éjectée d'un pays stratégique et d'y prendre pied. Cela évoque un jeu d'échecs sur l'échiquier africain, où les anciennes colonies françaises redéfinissent leurs alliances en se rapprochant d'autres puissances. La Chine, elle, était déjà présente via une petite mine, à Azlik, mise en sommeil, mais qui pourrait redémarrer. Ses partenaires alternatifs soutiennent diplomatiquement le Niger. Par exemple, la Russie bloque toute résolution contraignante à l'ONU contre les autorités militaires, la Chine aussi. Mais attention, nouveau partenaire ne veut pas dire bisounours. La Russie et la Chine ne sont pas là par charité. Elles aussi veulent de l'uranium, ou au moins affaiblir l'Occident. Donc l'enjeu pour le Niger, c'est de ne pas échanger une dépendance contre une autre. Si demain c'est Moscou ou Pékin qui dictent les conditions, aura-t-on vraiment avancé pour la souveraineté? C'est une vraie question. On voit par exemple que la Russie, actuellement empêtrée en Ukraine, n'a pas non plus des moyens infinis. Et la Chine, très pragmatique, n'aime pas investir dans des zones trop instables politiquement. Donc Niamey doit jongler, garder assez d'autonomie vis-à-vis de ses amis pour ne pas retomber dans un schéma d'exploitation asymétrique. Chemin possible. Où va ce bras de fer? Que peut-il se passer maintenant? On a 3 grands scénarios à envisager. Premier scénario, le statu quo tendu. Niamey et Paris campent sur leur position. Orano est mis à l'écart définitivement. Le Niger gère seul sommaire tant bien que mal. Concrètement, la mine fonctionne au ralenti, juste assez pour éviter que les galeries soient inondées et pour garder une petite équipe d'employés. L'uranium extrait s'entasse en stock sur place, faute d'exportation régulière. Peut-être que le Niger arrive à en vendre une petite partie discrètement à un pays tiers. On a parlé de l'Inde ou du Pakistan dans certaines rumeurs, mais rien d'officiel. L'économie nigérienne souffre, mais ne s'effondre pas. La junte tient grâce à quelques aides de pays amis. Exemple, le Mali lui vend du carburant à prix d'amis, la Russie envoie des vivres ou des médicaments, etc. La population serre la ceinture en se disant que c'est le prix de l'indépendance retrouvée. De l'autre côté, la France et l'Europe compensent la perte du Niger, en n'important plus d'uranium d'ailleurs, ce qu'elles ont déjà commencé à faire. À court terme, pas de blackout dans les centrales françaises, il faut le noter. EDF, Électricité de France, avait des stocks et diversifie, donc de ce côté-là, ça va. Ce scénario, c'est celui d'un bras de fer qui dure. On pourrait avoir pendant plusieurs années un Niger isolé, un peu comme l'était le Mali, sans que ni la junte ni la France ne cèdent. C'est possible, mais ça use les deux parties. Deuxième scénario, défavorable. Le crash. Bon, là, c'est si tout va mal. On imagine que ni la France ni personne d'autre ne rachète l'uranium nigérien. Les stocks s'accumulent inutilement. Orano attaque le Niger en justice internationale et gagne, ce qui met une amende énorme sur le dos de Niamey. Par exemple, gel d'avoirs à l'étranger, donc plus possible de faire du commerce tranquille. La Russie, engluée ailleurs, ne peut pas soutenir financièrement le Niger. La Chine, refroidie, plie bagage ou reste spectatrice. Du coup, le Niger se retrouve tout seul avec son uranium invendu. L'économie plonge pour de bon. Plus de devises, une inflation galopante, des pénuries peut-être. Et la population qui au début soutenait le bras d'honneur à la France commence à se dire que ça ne remplit pas les assiettes. Ce scénario pourrait mener à un effondrement du régime militaire, soit par un autre coup d'État interne, un colonel disant « ça suffit, on arrête les frais », soit par des émeutes incontrôlables. Ce serait dramatique car ça plongerait encore plus le pays dans l'instabilité et la ressource uranium resterait inexploitable de toute façon dans le chaos. On n'en est pas là. Le Niger a encore des filets de sécurité, mais c'est un risque si aucune solution n'est trouvée et que l'impasse dure trop longtemps. Troisième scénario, favorable au Niger. Le pari réussi. Ici, on imagine que la nationalisation de l'uranium tourne à l'avantage du Niger. Comment? Eh bien, soit par une renégociation en position de force, soit par l'arrivée d'un nouveau partenaire qui fait mieux l'affaire. Par exemple, Orano pourrait finir par dire « Ok, on discute ».
Peut-être que sous la pression de l'UE, ou via une médiation internationale, un accord est trouvé où Orano reprend l'exploitation, mais en reversant une bien plus grosse part des profits au Niger et en incluant plus de Nigériens au poste de direction, etc. Ce serait un compromis gagnant-gagnant. La junte sauverait la face en disant « On a arraché de bien meilleures conditions » et la France ne perdrait pas complètement sa source d'uranium. Un autre scénario favorable, c'est que la Russie, ou un autre pays, investisse massivement et rapidement. Imaginons que Rosatom ou une société minière d'un pays du Golfe reprenne le site d'Arlit à son compte en partenariat avec Niamey. On réembauche, on exporte via un autre itinéraire. Par l'Algérie par exemple, au nord, si les relations s'améliorent. Les sanctions de la CEDEAO finissent de tomber parce que l'opinion ouest-africaine est plus du côté du Niger qu'autre chose. Et le Niger commence à vraiment gagner beaucoup plus d'argent par tonne d'uranium vendu qu'avant. Avec cet argent, ils investissent chez eux. Plus d'électricité locale, moins de coupures, création d'emplois. Bref, le pari tient ses promesses et le Niger devient un exemple de souveraineté économique en Afrique. Avouons-le, c'est le scénario idéaliste, mais bien possible. Il faudrait un enchaînement parfait et une gestion ultra compétente. Implications pour la suite. Prenons un peu de hauteur. Ce qui se passe au Niger dépasse largement ses frontières. On pourrait appeler ça la bataille de l'uranium. D'un côté, cela remet en cause la présence historique de la France en Afrique. Si le Niger tient bon, cela envoie un message à d'autres pays. On peut reprendre le contrôle de nos ressources stratégiques, même face à une grande puissance. Déjà que le sentiment anti-France-Afrique était fort, là, ça donne une sorte de feuille de route aux voisins. On l'a vu, le Mali et le Burkina soutiennent à fond Niamey, et ensemble, ils forment quasiment un front commun. Pour la France, c'est un coup dur symbolique, même si elle a pu diversifier son uranium ailleurs. Son influence au Sahel en prend un sacré coup, après le retrait des troupes au Mali, puis l'expulsion de son ambassadeur au Niger, etc. Pour la région ouest-africaine, le risque c'est la division durable. Les pays côtiers, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui sont restés alignés sur les positions CEDEAO, se retrouvent face à un bloc sahélien plus tourné vers la Russie. On voit même des discours durs des deux côtés. Ça peut compliquer la coopération sur d'autres sujets. Commerce, sécurité régionale contre le terrorisme. En même temps, on ne peut pas nier qu'il y a un vrai débat de fond sur la question de l'équité dans l'exploitation des ressources africaines. Le Niger soulève un point valable. Comment se fait-il qu'avec tout cet uranium, le pays soit encore si pauvre? Cette interrogation, beaucoup d'Africains l'ont sur le pétrole, sur l'or, sur le cobalt. Donc le pari du Niger, s'il réussit un tant soit peu, pourrait faire école et encourager une approche plus nationaliste ailleurs. Et puis il y a le secteur mondial de l'énergie nucléaire. L'uranium du Niger, ce n'est pas une part énorme du gâteau mondial, mais c'était une source fiable et stable pendant longtemps, surtout pour l'Europe. Sa quasi-disparition du marché en 2024-2025 a créé un petit stress. On a vu les cours de l'uranium monter sur le marché, signe que chaque pourcentage compte. Par précaution, les Européens stockent et cherchent d'autres fournisseurs, quitte à traiter avec des régimes qu'ils jugent autoritaires, comme le Kazakhstan, proche allié de la Russie, ou l'Ouzbékistan. C'est un peu déshabiller Pierre pour habiller Paul. Mais la priorité pour eux, c'est que leur centrale tourne. Donc on risque de voir un redécoupage des flux d'uranium. Le Niger pourrait finir par vendre à des pays qu'il ne servait pas avant, et l'Europe acheter ailleurs. Au final, techniquement ça se remplace, mais politiquement ça crée de nouvelles dépendances. Pas sûr qu'être dépendant du Kazakhstan ou de l'Ouzbékistan soit plus confortable pour l'Europe, mais c'est un autre débat. En tout cas, ce dossier uranium au Niger souligne une tendance. Les matières premières stratégiques deviennent des armes diplomatiques. On l'a vu avec le gaz russe en Europe, là c'est l'uranium au Niger. Les producteurs peuvent vouloir s'en servir pour gagner en autonomie ou en influence, et les consommateurs cherchent à sécuriser leurs approvisionnements presque à tout prix. Une sorte de grand jeu d'échecs des ressources s'intensifie, et au milieu, les populations, elles, espèrent que ça améliorera leur vie et non l'inverse. Pour l'instant, au Niger, c'est encore flou de ce côté-là. Alors, le Niger
a-t-il fait le bon choix en misant sur son uranium pour s'émanciper? L'histoire est en cours d'écriture. Cela pourrait déboucher sur un Niger plus maître de son destin, ou hélas sur de nouvelles formes de dépendance. Une chose est sûre, ce pays de 25 millions d'habitants a rappelé au monde que sous son sol se joue une partie bien plus grande. L'uranium, ce n'est pas que du combustible nucléaire, c'est aussi du pouvoir, de la souveraineté et parfois de la discorde. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Géopulsa Z. Si vous avez appris quelque chose ou que le sujet vous a fait réfléchir, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et à très bientôt pour un nouveau décryptage géopolitique.